Salut et bienvenue sur Teacher Elect, cette chaîne où nous vous éclairons sur des concepts électriques sans vous électrocuter. Dans cette capsule vidéo, nous allons parler du démarrage par élimination de résistance statorique, un sens de marche. Nous allons tour à tour voir son schéma fonctionnel, par la suite son circuit de puissance, son circuit de commande, son fonctionnement à l'état normal, son fonctionnement en cas de surcharge, comment passer de la variante 1 à la variante 2. Il faut le dire, dans cette vidéo, nous allons plus parler de la variante 1. Nous allons la détailler dans tous ses sens. Cependant, vers la fin, nous allons voir comment est-ce qu'on peut passer de la variante 1 à la variante 2. Bref, qu'est-ce qui va changer? Quelles seront les petites modifications à apporter? Et à la fin, nous allons voir bien évidemment les avantages et les inconvénients. Alors, en guise de contexte, contrairement au démarrage direct, le démarrage des moteurs moyenne et forte puissance nécessite l'utilisation de procédés de limitation de courant de démarrage, tout en maintenant bien évidemment les performances mécaniques de l'ensemble moteur-machine entraînée. Il existe donc deux actions pour limiter le courant de démarrage. Nous avons une action sur le stator. Parmi cette action, nous pouvons citer le démarrage étoile triangle qui a déjà été fait dans cette chaîne. Vous pouvez parcourir la chaîne et voir le démarrage étoile triangle, un sens, deux sens, et bien évidemment dans ces deux variantes. Nous avons le démarrage par élimination de résistance statorique et le démarrage par autotransformateur. Nous pouvons également faire une action sur le rotor, ici en appliquant le démarrage par élimination de résistance rotorique. Alors, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, nous avons déjà fait le premier type de démarrage par action sur le stator dans cette chaîne, qui est le démarrage étoile triangle que nous avons vu dans toutes ces variantes, que ce soit en un sens ou en deux sens. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est d'actionner le deuxième levier d'action sur le stator, à savoir le démarrage par élimination de résistance statorique. C'est ce sur quoi nous allons nous attarder dans le cadre de cette vidéo et nous allons également parler de ces deux variantes. Pour ce qui est de son schéma fonctionnel, la figure que vous voyez à gauche représente le schéma fonctionnel de ce mode de démarrage. Le demi-triangle assuré signifie que nous avons affaire à un démarrage automatique. La flèche dans un sens signifie que nous avons affaire à un sens de marche. Le symbole 2 ici signifie que ce démarrage va s'effectuer en deux temps. La résistance ici signifie que nous avons affaire à un démarrage par élimination de résistance statorique. Le symbole du contacteur signifie que c'est une commande par contacteur. Bien évidemment, nous avons des hachures. 3 hachures qui signifient que nous sommes en triphasé et bien évidemment à la fin nous avons notre moteur triphasé. Pour ce qui est de son circuit de puissance, voilà ainsi présenté le circuit de puissance de ce mode de démarrage. Nous pouvons tout à tout remarquer la présence du sectionneur porte fusible, d'un moteur asynchrone, d'un relais thermique, d'un groupe de résistance, parce que comme on l'a dit, il s'agit ici dans un premier temps d'alimenter le moteur en passant par les résistances. Ceci pour créer une chute de tension visant à diminuer le courant de démarrage. Dans un deuxième temps, les résistances seront court-circuitées par le contacteur KM2 et nous passerons au fonctionnement nominal de notre moteur. Nous avons donc deux contacteurs, le contacteur KM1 qui va assurer le premier temps de fonctionnement et le contacteur KM2 qui va assurer le deuxième temps. Lui, son rôle sera de court-circuiter les résistances connectées. KM1, contacteur de ligne, et KM2, le contacteur qui va court-circuiter les résistances. Nous avons ici le circuit de commande, bien évidemment, dans sa variante 1. Nous pouvons ici présenter les différentes parties, à savoir le relais thermique, la boîte à boutons pour soit marche-arrêt, S0 pour l'arrêt et S1 pour la marche. Nous avons ici le contacteur KM1 de ligne avec ses contacts auxiliaires KM11. KM11 ici aura pour rôle de jouer l'auto-maintien du contacteur KM1 et d'alimenter la bobine du contacteur KA1, c'est-à-dire lorsqu'il va alimenter la bobine de ce contacteur,
étant donné qu'il est temporisé, il va activer la temporisation. D'où nous disons ici que son rôle, c'est l'auto-maintien du contacteur de ligne et l'activation de la temporisation. Le contact auxiliaire du contacteur KM1, KM1, 2, lui, il aura pour rôle de contrôler le fonctionnement du moteur sous tension réduite au démarrage en présence des résistances. Ça veut dire que quand il sera fermé et que la LED H2 va s'allumer, on saura que nous sommes sous un mode de fonctionnement sous tension réduite. Nous avons par la suite le contacteur KM2 qui lui ne dispose que d'un contact de commande ou contact auxiliaire, le contact KM2.1. Lui, son rôle, c'est de contrôler le fonctionnement en régime normal. Donc, dans un premier temps, on aura H2 qui sera allumé pour dire que nous fonctionnons sous tension réduite. Une fois que H2 et H3 seront allumés au même moment, ici, celui qui est en charge de la supervision saura que nous faisons face là à un régime nominal de notre moteur. Parce que le rôle de KM2, comme on l'a dit, c'est de court-circuiter les résistances qui créent la chute de tension, permettant ainsi de diminuer l'appel de courant lors du démarrage. Nous avons ici notre contacteur auxiliaire KA1 sur qui sera greffé ce bloc de contact temporisé. Et une fois que la bobine de KA1 sera alimentée par KM11, une temporisation va s'enclencher. Et après le temps préréglé de cette temporisation, le contact KA11 va se fermer pour activer le contacteur KM2. Ceci va permettre de court-circuiter les résistances. Donc, KA1, c'est un contacteur auxiliaire. KA11, il a pour rôle, le contact KA11 a pour rôle la mise sous tension du contacteur KM2 après temporisation. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de deux temps. Le premier temps, nous avons le contacteur KM1 qui fonctionne en passant par les résistances. Et après un temps préréglé, KA11 va se fermer pour activer le contacteur KM2 qui, lui, viendra court-circuiter les résistances. Alors, nous terminons par nos quatre voyants lumineux. H1 qui signale la mise sous tension de notre système. H2, c'est un voyant de mise sous tension du contacteur KM1. H3, voyant de mise sous tension du contacteur KM2. Et H4, un voyant de surtension. Donc, lorsque H4 est allumé, nous avons affaire à une surtension. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement normal de notre système. Nous vous présentons ici le fonctionnement de façon théorique et nous allons aller faire des animations plus tard pour vous montrer le fonctionnement de façon pratique. Alors, la première étape ici consistera à fermer ce sectionneur porte-fusible. Une fois fermé, la lampe H1 va s'allumer pour signaler la mise sous tension de notre système. Parce que si ici c'est fermé, la phase va parcourir là et revenir jusqu'à cette borne de la lampe. Si le neutre également est fermé, le neutre sera présent sur la lampe et cette lampe-ci sera allumée. Lorsqu'elle est allumée, elle nous indique que notre système est sous tension. Par la suite, nous allons faire une impulsion sur le bouton S1. L'impulsion sur le bouton S1 fait, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons alimenter la bobine du contacteur KM1. Une fois cette bobine alimentée, tous ces contacts vont changer de position. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'étape qui va s'en suivre, ça sera l'alimentation de la bobine du contacteur auxiliaire KA1 par l'auto-maintien KM11. Pourquoi? Parce que lorsque KM1 est excité, KM11 va se fermer. En se fermant, il va venir exciter ou alimenter KA11. Et dès que KM1 est excité, je veux dire, KM12 également va se fermer pour allumer la lampe H2. La lampe H2 allumée signale que nous avons mis en marche notre moteur sous tension réduite, c'est-à-dire en passant par les résistances. Maintenant, KA1, je veux dire, étant alimenté également au moyen du maintien KM11, étant donné qu'il est temporisé. Donc, dès lors qu'il est alimenté, quelques temps plus tard, c'est-à-dire la durée que va tenir la durée de pré-réglage, si elle est par exemple de 10 secondes plus tard, KA11 va se fermer. Ce qu'on dit ici, après le temps préréglé, alimentation de KM2 par la fermeture de KA11.
fermeture de KM2 1, parce que dès lors que KM2 est alimenté, KM2 1 va se fermer. Et quand il se ferme, la lampe H3 va s'allumer pour signaler le fonctionnement sous la pleine tension. Plus tard, si on appuie sur le bouton S0, notre système sera mis en arrêt. Seule la lampe H1 va rester allumée étant donné que le sectionneur porte-fusible n'a pas été ouvert. Alors, nous passons donc au fonctionnement proprement dit avec des animations pour améliorer notre compréhension. Alors, nous avons à gauche le circuit de puissance de notre démarrage par élimination de résistance statorique, un sens de marche. Et à droite, nous avons notre circuit de commande. Alors, une fois que nous avons fermé notre disjoncteur d'abonnement, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous avons la présence de phases au niveau des trois phases L1, L2, L3. Nous avons la phase 1 qui est envoyée sur le circuit de commande et le neutre d'alimentation également qui est présent sur le circuit de commande. À ce niveau, nous allons fermer manuellement notre sectionneur porte-fusible comme vous le voyez. Le sectionneur porte-fusible fermé, l'énergie transite de L1 jusqu'aux bornes d'arrivée du contacteur KM1 sur la partie puissance. Sur la partie commande, ici, F2 est normalement fermé, S0 est normalement fermé, donc l'énergie transite comme vous le voyez et s'arrête partout là où il y a discontinuité. À ce niveau, comme on a dit, H1 s'allume pour signaler la présence de tension. Pourquoi? Parce que la lampe est parcourue entre phase et neutre. Ici, discontinuité, là, également discontinuité. L'énergie ne peut pas traverser. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire dès lors que on actionne sur notre sectionneur porte-fusible, voilà comment va se représenter de façon interne la circulation du courant dans notre câblage. Ok. Par la suite, la prochaine action, étant donné que la commande du contacteur n'est pas manuelle, nous allons passer par la boîte à boutons poussoir au moyen de son bouton marche que nous allons actionner dessus. En l'actionnant, qu'est-ce qui va se passer? La phase va circuler jusqu'à KM1. Une fois KM1 alimenté, c'est-à-dire au moyen de sa bobine, tous ces contacts changeront d'état. KM11 va se fermer. En se fermant, il va également exciter KA1. Et KM12 va également se fermer pour allumer la lampe ou le voyant H2, nous montrant que nous sommes en train de fonctionner sous tension réduite en passant par les résistances. KA1 ayant sur lui un bloc de contact temporisé au travail, le fait que KM11 se ferme et qu'il soit excité au moyen de sa bobine va lancer une temporisation sur le bloc de contact temporisé. Quelque temps plus tard, c'est-à-dire après la durée du courant préréglé, KA11 va se fermer, excitant ainsi la bobine du contacteur KM2. Une fois fait, KM21 également va se fermer et la lampe H3 va également s'allumer pour nous indiquer que nous sommes en train de fonctionner sous régime nominal. C'est ce que nous allons faire. Nous allons appuyer sur la boîte à boutons poussoir au moyen de son bouton marche, comme vous le voyez. Comme on l'a dit, le bouton poussoir a une seule position d'équilibre. C'est-à-dire quand on appuie sur lui, une fois qu'on retire notre doigt, il revient à sa position d'équilibre. Donc ici, supposons que nous venons d'appuyer. Voilà ce qui va se passer de façon interne. La phase traverse, elle vient alimenter la bobine du contacteur KM1. Cette même phase vient alimenter la bobine du contacteur auxiliaire KA1. Comme la bobine du contacteur KM1 est alimentée, tous ces contacts changent de position. KM11 se ferme pour maintenir excité KA1 et KM1 lui-même. Car il faut le dire ici, une fois que j'ai appuyé, je retire ma main comme vous le voyez. Le bouton poussoir S1 est revenu à sa position stable. Mais le fait que KM11 se soit déjà fermé, il va maintenir excité KM1 et KA1. KM1 excité, tous ces contacts, comme on l'a dit, KM11 s'est fermé, KM12 également se ferme, le voyant H2 s'allume. Quand on voit le voyant H2 allumé seul, on sait que là, nous sommes en train
de faire un fonctionnement sous tension réduite en passant par les résistances. N'oubliez jamais, l'idée de ce mode de démarrage, c'est de diminuer le courant de démarrage par rapport au démarrage direct des moteurs asynchrones. Alors, une fois fait, vous voyez ici, la temporisation est activée. Pourquoi? Parce que tout le monde doit connaître, chaque fois que vous voyez ce symbole sur un contacteur, ça veut dire que le contacteur en question porte sur lui un bloc de contact temporisé au travail. Alors, comme on le disait tantôt, dès lors que KA1 sera excité, un temps va s'écouler, voilà le début de l'écoulement de ce temps ici que vous voyez. Après la durée de comptage du temps préréglé, qu'est-ce qui va s'en suivre? KA11 va se fermer. En se fermant, il va exciter la bobine du contacteur KME2. Une fois la bobine du contacteur KM2 excitée, tous ces contacts vont changer de position. C'est ainsi que KM21 va se fermer et en se fermant, le voyant H3 sera allumé. Voyant H2 et H3 allumés, cela sous-entend que nous sommes en train de basculer au régime nominal de notre moteur. C'est ce que nous voyons par la suite. Quelques temps plus tard, le temps est totalement écoulé. KA11 s'est fermé. En se fermant, il a alimenté la bobine du contacteur KM2 et son contact, le seul bien évidemment, KM21 a changé de position, allumant ainsi le voyant lumineux H3. Nous pouvons revenir tout à l'heure. On revient. Quand on appuie sur le bouton poussoir S1, on doit le lâcher par la suite, comme vous voyez. Qu'est-ce qui se passe sur le circuit de puissance? Le contacteur KM1 est fermé, KM2 est ouvert, on passe par les résistances, comme on le disait tantôt. Une fois le temps écoulé, comme vous le voyez, KA1 se ferme. En se fermant donc, il excite la bobine du contacteur KM2 qui se ferme ici. Ici, les résistances sont court-circuitées. Pourquoi? Parce que le courant a tendance à suivre le chemin le plus court, là où il y a le moins d'obstacles. Donc, quand le courant arrive ici, par exemple, quand il vient là, il y a une résistance. Quand il vient ici, c'est une ligne continue. Donc, rien ne va venir vers la résistance. Tout va passer par la ligne continue. C'est ainsi la même chose pour chacune des phases. Donc, vous voyez, au deuxième temps, on a KM1 et KM2 qui sont à la fois fermés. Et nous fonctionnons ici au régime nominal de notre moteur. C'est ce que nous pouvons dire du fonctionnement. Si nous voulons arrêter ce système, nous appuyons juste sur S0, c'est le même principe. Lorsqu'on lance l'impulsion sur S0, il change d'état. Quand on retire notre doigt, il revient à sa position initiale. Voilà. Voilà ainsi ce que nous pouvons dire pour le fonctionnement du démarrage par élimination de résistance statorique, un sens de marche. Tant que le sectionneur porte-fusible est fermé, H1 sera toujours alimenté pour signaler la mise sous tension. Maintenant, nous allons faire la simulation d'un fonctionnement en surcharge. Nous allons reprendre les mêmes étapes. Notre disjoncteur d'abonnés étant fermé, nous avons la présence de la phase ici au début et du neutre que nous avons oublié de représenter en bleu ici. Mais là, toute cette ligne ici et toutes ces dérivations ici sont en bleu pour signaler la présence du neutre. Sauf que ici, nous n'avons pas encore fermé le sectionneur porte-fusible. Nous venons donc, nous le fermons. Une fois le sectionneur porte-fusible fermé, vous voyez très bien ce qu'on a dit. Maintenant, pour commander le contacteur KM1, nous allons appuyer sur le bouton poussoir S1. On appuie et on relâche. On se retrouve dans le fonctionnement sous tension réduite en passant par les résistances, comme vous le voyez. Et la temporisation est enclenchée. Une fois le temps de temporisation terminé, nous assistons à la fermeture du contacteur KM2, comme vous le voyez. Maintenant, si pendant le fonctionnement, nous détectons une surcharge au niveau de notre moteur, qu'est-ce qui va se passer? Le relais thermique F2 va ouvrir son contact 95-96 pour arrêter le fonctionnement du système et va fermer son contact 97-98 qui va nous signaler au moyen de ce voyant H4 qu'il y a une surcharge au niveau de la supervision. C'est ce que nous voyons. Dès lors qu'il y a présence de surcharge, F2 ouvre son contact 95-96. F2 ici, c'est le relais thermique. Et ferme son contact 97-98. H4 allumé. Celui qui est en charge de la supervision saura que le système s'est arrêté pour des raisons de surcharge au niveau
de notre moteur. Alors, c'est ce que nous pouvons dire au niveau du fonctionnement en surcharge. Une fois qu'il y a une surcharge, ce que nous pouvons faire, nous allons venir appuyer sur notre sectionneur porte-fusible, c'est-à-dire le désarmer, et procéder à des actions techniques effectuées bien évidemment par un spécialiste pour pouvoir mettre hors d'état de danger cette surcharge et remettre en service notre système. Par la suite, nous passons donc aux équations de fonctionnement. Pour écrire l'équation du contacteur KM1, c'est trop facile. Nous avons dit que chaque fois que les contacts sont en série, nous utilisons le point ou le et. Et chaque fois qu'ils sont en parallèle, comme là, nous utilisons le plus ou le ou. Ça veut dire quoi? Pour arriver sur mon contacteur KM1, je vais passer par le sectionneur porte-fusible Q. Comme il est normalement ouvert, il n'y a pas de barre sur lui. F1 bar, donc il faut que Q et F1 bar, le et est symbolisé par le point. Et F2 bar, c'est symbolisé par le point. Et S0, c'est symbolisé par le point. Et maintenant, S1 ou KM11, on a vu, soit S1 est fermé, soit KM11 est fermé, donc ici, et j'ouvre la parenthèse, S1 ou, le ou est symbolisé par le plus, KM11. Voilà tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire fonctionner KM1. Pour pouvoir faire fonctionner KA1, c'est le même système. C'est pour ça que j'ai dit ici que KA1 égale à KM1. On va toujours passer par la série de ces contacts-ci. Et à ce niveau, on va faire l'opération OU pour pouvoir arriver ici. Maintenant, pour pouvoir faire fonctionner KM2, c'est très facile. On va prendre Q et F1 bar et F2 bar et S0 bar et KA11. C'est tout. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les équations de fonctionnement. Pour ce qui est des chronogrammes, on l'a si bien dit, S0 c'est l'arrêt, S1, lorsque j'actionne sur le bouton poussoir S1, immédiatement le contacteur KM1 sera alimenté ou excité. Donc, il va quitter de l'état 0 désactivé à l'état 1 activé. Le contacteur KM2, lui, ne va pas le faire instantanément. Le contacteur auxiliaire KA1 le fera instantanément. Maintenant, après ce temps-ci, il y aura basculement. C'est-à-dire que le bloc temporisé va fermer son contact KA11 qui va faire passer donc KM2 de l'état désactivé à l'état activé. Donc, ce premier temps-ci, nous fonctionnons sous tension réduite et ce deuxième temps-ci, nous fonctionnons sous pleine tension. Alors maintenant, nous allons voir le passage de la variante 1 à la variante 2 de notre mode de démarrage. Pour ce faire, nous reprenons la variante 1. C'est celle que nous venons d'étudier tout à l'heure. Le circuit de puissance, lui, il ne changera jamais. Cependant, nous allons nous atteler à voir les modifications que nous pourrons apporter sur le circuit de commande afin d'avoir le même fonctionnement. Alors, observez bien. Ici, nous avons décidé de prendre un contacteur auxiliaire parce qu'on a vu si KM1 est excité, après un certain temps, KM2 doit être excité. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser KA1, c'est-à-dire le contacteur auxiliaire. Nous pouvons directement décider de greffer notre temporisation, notre bloc de contact temporisé sur KM1. Ça fait que quand je ferme ma boîte à boutons poussoir, lorsque KM1 est excité, la temporisation est immédiatement enclenchée. Donc, dans un premier temps, nous allons retirer le bloc temporisé de KA1 et l'amener sur KM1. C'est ce que nous faisons. Voilà, nous l'avons retiré. Dans un deuxième temps, nous allons éliminer le contacteur auxiliaire KA1. Donc, nous allons éliminer cette demi-portion-ci totalement. Maintenant, il faut le savoir. Un contacteur, c'est-à-dire le contacteur KM1, lorsqu'il vient avec des contacts de commande, il a deux contacts de commande. Un normalement ouvert, qui est son 13-14, et un normalement fermé, qui est son 21-22. Dans notre schéma de câblage, nous avons notre contacteur KM1 et nous utilisons deux contacts de commande de ce contacteur normalement ouvert. À ma connaissance, j'ai pas encore vu un contacteur ayant deux contacts normalement ouverts. Vous voyez donc que si on maintient ce deuxième contact-ci pour la supervision, on sera dans l'obligation d'utiliser un bloc de contact auxiliaire qui sera greffé sur KM1.
Or, dans la pratique, il est impossible de greffer à la fois un bloc de contact auxiliaire et un bloc temporisé sur un même contacteur. C'est la raison pour laquelle, dès lors que nous choisissons mettre notre bloc temporisé sur le contacteur KM1, on est dans l'obligation d'annuler le bloc de contact temporisé et le bloc de contact auxiliaire, je veux dire. Donc, on va annuler également toute cette ligne-ci. Comme je dis, on va procéder à l'annulation de cette demi-portion et à l'annulation de cette ligne. Parce qu'on ne peut plus obtenir un contact de commande normalement ouvert sur le contacteur KM1. Ceci va faire en sorte que nous passons, avant de passer au prochain schéma, nous allons également changer le nom de ce bloc temporisé. Ça ne sera plus un contact appartenant au contacteur auxiliaire KA1, mais ça sera plutôt changé par le contact KM1-2, puisque dorénavant, c'est KM1 qui aura la temporisation au travail greffé sur elle. Ceci nous permet donc de passer au nouveau schéma qui est la variante 2 que vous voyez. Donc ici, elle est plus simplifiée. On peut exécuter le fonctionnement si vous le voulez. Lorsque je vais actionner sur S1, qu'est-ce qui va se passer? KM1 va s'exciter. KM1 s'excitant, il va fermer son contact, tous ses contacts de commande. Donc KM1 va se fermer. Lorsqu'il va se fermer, sachant que S1 va revenir à son état d'équilibre, le rôle de KM11 qui est l'auto-maintien sera de maintenir excité la bobine du contacteur KM1. Cependant, comme le contacteur KM1 porte le bloc temporisé, lorsque KM1 sera excité, une temporisation sera enclenchée. Si nous mettons une temporisation par exemple de 5 secondes plus tard, après que KM1 ait été excité, KM1-2 va se fermer. En se fermant, il va alimenter la bobine du contacteur KM2 pour que nous puissions passer au fonctionnement sous pleine tension. Donc, vous voyez que ce soit la variante 1 ou la variante 2, le fonctionnement reste en deux temps. Premier temps dans la variante 1, KM1 et KA1 sont alimentés. C'est KA1 qui détient le bloc temporisé. Après le temps de temporisation, KM2 sera alimenté. Donc, c'est le même fonctionnement sur les deux variantes. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. Je vous donne un exercice de représenter cette variante 2 et d'essayer d'exécuter son fonctionnement. Nous allons donc terminer par les avantages et inconvénients de ce mode de démarrage. Alors, en guise d'avantage, nous avons l'accélération progressive. Le démarrage est plus fluide qu'un démarrage direct, ce qui réduit les contraintes mécaniques sur les transmissions. Nous n'avons pas de coupure d'alimentation, c'est-à-dire contrairement au démarrage étoile triangle, le court-circuitage des résistances se fait sans ouvrir le circuit. Ceci invite ici les pointes de courant transitoire violentes. Nous avons la réduction du courant d'appel, c'est-à-dire la présence des résistances va limiter l'intensité absorbée sur le réseau au moment du démarrage. Nous avons également la simplicité et le coût. Vraiment, c'est une solution robuste et relativement peu onéreuse pour les machines à couple croissant. Nous terminons par les inconvénients. Nous avons ici le faible couple de démarrage. Parce qu'il faut le dire, pour ce type de démarrage, le couple nominal, le couple de démarrage sera de 0,75 fois environ le couple nominal. Donc, le faible couple de démarrage traduit que est lié au fait que puisque nous sommes sous tension réduite, le couple moteur est généralement proportionnel au carré de la tension. Donc, cela va diminuer fortement et il est nettement inférieur à celui d'un démarrage direct. Nous avons les pertes d'énergie, car on le sait tous, le fait que nous passons par des résistances dans un premier temps, il y a une dissipation de chaleur, d'où des pertes par effet Joule. Nous avons également l'accombement, c'est-à-dire les bandes de résistance peuvent être volumineuses et surtout pour les moteurs de forte puissance. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de nous laisser un commentaire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci.